Bienvenue sur la TFM. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Dior Fall Sow. Madame Dior Fall Sow est consultante internationale, présidente d'honneur de l'Association des juristes sénégalaises, magistrate, première femme procureure au Sénégal. Elle a travaillé pendant 7 ans au TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, en tant qu'avocate générale. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité depuis quelque temps, c'est l'Union africaine et la CPI. Les chefs de l'Afrique sont réunis, estiment que la CPI est devenue un instrument entre les mains des Occidentaux. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non, pas du tout. Et je suis vraiment désolée parce que pour la première fois, enfin, qu'il y a une femme africaine à la tête de cette institution qu'est la CPI, je trouve quand même dommage que ce soit les pays africains, qui est le groupe le plus important de cette institution, qui cause véritablement des problèmes. Et d'autant plus désolée que je pense que ce ne sont pas des raisons objectives. Et ça, je parle, franchement, ça n'engage que moi, ce ne sont pas des raisons objectives, dans la mesure où on dit d'abord que c'est parce que la CPI, c'est contre les Africains. Hein. Je crois que lorsqu'on fait une analyse objective, on se rend compte que sur les 8 situations, il y a eu 4 affaires qui ont été renvoyées devant la CPI par les États eux-mêmes. Il y a eu 2 affaires qui ont été renvoyées. Il s'agit de l'Ouganda, il s'agit de la République centrafricaine, il s'agit aussi de la République du Congo et du Mali. Les 2 autres, à savoir la Libye et le Darfour, ont été renvoyés devant la Cour par le Conseil de sécurité et le bureau du procureur s'est saisi, enfin a demandé à enquêter sur 2 affaires, à savoir la Côte d'Ivoire et le Kenya. Donc je pense que là, ce sont les États eux-mêmes qui ont renvoyé. Et il faut comprendre aussi, parce que vous savez, moi je pense que la critique, elle est positive. Quand elle est positive, elle est bien. Mais quand elle n'est pas positive, ça pose problème. Et le problème qui se pose, il faut connaître aussi comment fonctionne l'institution. Ce qui me désole aussi, c'est que lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau de la CPI, on se rend compte que les États africains ne peuvent pas dire que c'est la CPI, elle est contre l'Afrique. Dans la mesure où, je crois que l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est le groupe le plus important. C'est elle-même qui a aidé à faire élire la procureure, qui est en l'occurrence Fatou Bensouda, qui est vraiment une femme qui est remarquable, qui fait son travail et qui ne laisse pas, et ça je pense que c'est important, impressionner ni intimider par tout ce que j'appellerais moi personnellement ce remue-ménage. Donc il y a ce problème-là qu'il ne faut pas occulter. Ensuite, il faut se dire que le principe de la CPI, c'est la complémentarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les États ne sont pas en mesure de faire une enquête objective, elle s'adresse, elle renvoie devant la CPI. C'est ce qui s'est passé dans les 4 exemples que je vous ai donnés, où les pays eux-mêmes ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir mener les enquêtes et qui demandaient à la CPI donc d'intervenir. Donc à ce niveau-là, je pense quand même qu'il y a quand même un problème et que les États africains devaient quand même revoir un peu, je pense, leur position à ce point de vue. L'autre problème qui me désole, c'est que, vous savez, pour les pays qui sont États parties et qui ont ratifié, vous ne pouvez pas dire que vous ratifiez sans pour autant connaître quel est le contenu des dispositions qui sont à l'intérieur du statut de Rome, qui est le statut donc qui gère un peu la CPI. Et dans ce statut de Rome, il y a quand même des dispositions qui sont importantes, parce que quand j'entends les chefs d'État dire qu'il ne faut pas qu'on poursuive les chefs d'État africains qui sont en exercice, je me dis, mais c'est une méconnaissance totale de l'article 24 du statut de Rome. L'article 24 dit qu'il n'y a pas d'immunité et que les chefs d'État peuvent être poursuivis. Et que même s'ils sont chefs d'État, cette immunité et ce rôle officiel, comme on dit le rôle officiel, n'est pas quelque chose qu'on peut d'opposable à la Cour pénale internationale. Ils ont invoqué l'article 12 du traité de Rome en disant qu'il faut suspendre. Ah non, non, ça c'est l'article 16. Ça c'est l'article 16 du statut de Rome. Non, non, ils peuvent demander la suspension, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Le Conseil de sécurité peut accéder ou pas. D'ailleurs, le Kenya a déjà fait une tentative. Une première tentative, si je ne m'abuse, c'était en 2011. Hein, peut-être que c'était en 2011, en demandant au Conseil. Mais après réflexion, le Conseil n'a pas accepté. Donc vous voyez, il y a cet article 16, effectivement, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire, et il y a cet article
27 qui là est très clair en disant que les chefs d'État peuvent être poursuivis. Et là, je crois que c'est justement la vocation de la Cour pénale internationale qui est de ne pas laisser les crimes impunis. Et ça, on l'a vu depuis les tribunaux ad hoc, à savoir pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda, où justement c'était une lutte contre l'impunité. Et à ce niveau-là, on allait vers les plus hauts responsables, mais là, on a dit que même les chefs d'État pouvaient être poursuivis. Et dans le Kenya, la constitution du Kenya, ben, il y a un article qui dit qu'il n'y a pas d'immunité par rapport à... Justement, le Parlement kenyan a été de se réunir pour sortir cet article de sa constitution, pour extraire les chefs d'État Uhuru Kenyatta et William Ruto, oui, qui est vice-président par la CPI, parce que selon eux, ils sont en exercice, en train de travailler, et si on les juge, ils ne peuvent pas s'occuper de leur pays. Oui, mais non, mais c'est le problème qui se pose aussi, c'est quand on les a poursuivis, ils n'étaient pas à ce niveau-là de responsabilité même. Ça, c'est un exemple que je donne, mais ça n'a rien à voir. Ils ont commis des exactions, ils sont présidents, c'est pas une immunité ni un passe-droit, ils sont obligés de répondre à la Cour pénale internationale. Ça, c'est dans les statuts. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut respecter les textes qui sont là et je pense que ce sont les États partis qui doivent être les premiers à pouvoir respecter donc ce qui se passe. Ensuite, ce problème, vous avez vu, pendant un moment, ils ont voulu sortir, ils ont dit qu'ils allaient sortir en groupe de la CPI. Mais ce serait une catastrophe. Moi, je pense que par rapport... Je suis africaine, je suis profondément africaine. Et je ne voudrais pas que pour la crédibilité de l'Afrique, on se donne un peu en spectacle. Pourquoi on se donnerait en spectacle? C'est parce que simplement, on dit, on est contre l'impunité, il faut que les responsables soient poursuivis, à quelque niveau que ce soit, c'est quelque chose d'acquis, mais c'est un peu comme la besace, quoi. Les défauts d'autrui, c'est devant, et les nôtres, c'est derrière. Mais ils ont quand même avancé quelques arguments par rapport à la CPI en disant qu'il y a eu des choses qui sont passées en Syrie, Afghanistan, Irak. Oui. Pourquoi ces gens de choses-là n'ont pas été mis sur la table et que la CPI semble s'orienter justement sur les chefs d'État africains? Non, non, le problème qui se pose, c'est que vous savez, dans toute chose, la justice c'est quelque chose quand même de précis. Vous savez, vous ne pouvez pas amener les... Il faut avoir des preuves, il faut avoir des éléments. Et il y a des problèmes d'ailleurs, justement. Vous ne pouvez pas faire des enquêtes rapides, ne pas avoir les éléments suffisants. Des enquêtes sont en train d'être menées au niveau de l'Afghanistan, au niveau de la Géorgie, au niveau de la Colombie, au niveau même de la Guinée. C'est pas fini. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs fois la procureure s'est déplacée pour y aller, en Guinée, au niveau du Nigeria. Mais les enquêtes ne sont pas terminées à l'heure actuelle. Et tant qu'elles ne sont pas terminées, vous ne pouvez pas poursuivre. Il faut quand même des éléments précis, concordants, qui puissent vous permettre de dire nous allons poursuivre. Et vous savez le problème de la CPI, le bureau du procureur, il agit sous un contrôle, mais incroyable de la Cour. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc je pense que les poursuites sont en train d'être faites, les enquêtes sont en train d'être faites. Je me fais un peu en toute objectivité, parce que je vois comment la Cour travaille et je me dis c'est quand même dommage alors que les États africains ont eux-mêmes soutenu cette Cour pénale internationale, qu'eux-mêmes ils ont tout fait pour que cette institution voit le jour, qu'à l'heure actuelle, simplement, mais honnêtement, moi je le dis simplement parce que peut-être il y a une méconnaissance de la façon dont la Cour travaille, on se dise c'est quelque chose qui est contre l'Afrique, ça ne peut pas être contre l'Afrique. Quand on parle aussi de la Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire a été cité, ils ont dit que Laurent Gbagbo qui a perdu a été traduit devant la CPI, livré par le gouvernement ivoirien, alors qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent avec Alassane Ouattara dans son gouvernement qui ont aussi commis des exactions. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas aussi... Ces personnalités-là ne sont pas traduites devant la CPI. Mais il y a des enquêtes qui sont faites. Ça, je peux dire, enfin, je peux dire que des enquêtes sont faites et que, d'ailleurs, la procureure l'a dit, je suis beaucoup la procureure l'a dit à plusieurs reprises, elle a dit que des enquêtes sont en train d'être faites de l'autre côté, du camp donc, de Ouattara, des vainqueurs, et que lorsque ces enquêtes aboutiront, les poursuites seront faites. Je pense que ça, elle l'a crié haut et fort. Donc, il faut quand même attendre que justice se fasse et ne pas, moi je pense, de façon aussi délibérée, avoir des attitudes
un peu regrettable, parce que quand vous voyez, ils ne l'ont pas fait, heureusement, parce que je vous assure que j'étais un peu inquiète de me dire, j'espère qu'ils ne vont pas aller jusque-là, ce qui serait une négation même des principes qui guident l'Union africaine. Parce que quand vous prenez l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, l'objectif principal, c'est la promotion et la protection des droits humains. Alors le fait de sortir, alors que je pense que le rôle justement de la CPI, c'est de protéger, de promouvoir les droits humains, c'est de condamner les personnes qui ont commis des exactions telles que les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes même d'agression. Donc je pense que ça, franchement, il faudrait quand même revoir. Et honnêtement, hein, je ne pense pas, très sincèrement, que ce soit une cour qui soit orientée. Je ne pense pas. Parce que vous savez... Il y a eu beaucoup de cas qui ont été notés concernant George Bush, oui, Irak. Oui. Les gens disent que les Américains n'ont pas ratifié le traité de Rome. Mais non. Ils ne vont pas livrer l'ex-président Bush devant le tribunal international. Oui. Ils estiment qu'il y a aussi un problème par rapport à cela. Oui, si mais... les Occidentaux refusent de signer les arguments ou bien la constitution de la mise en place de la CPI, il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Et c'est là où vraiment vous voyez qu'il y a vraiment un problème. Parce que si les États membres, enfin, les États-Unis n'ont pas signé, mais si tous les États qui sont partis au statut de Rome n'aident pas, hein, le statut de Rome à fonctionner, mais comment voulez-vous, hein, que la CPI puisse faire son travail de façon normale? Quand vous voyez que quelquefois, même pour l'exécution des mandats d'arrêt, c'est tout un problème. Il y a pas mal de dossiers qui sont en cours, il y a pas mal de mandats d'arrêt qui sont lancés, mais les autorités refusent, hein, d'exécuter. Je prends pour exemple le dernier, c'est l'affaire de Simone Gbagbo, hein, qui est poursuivie. Hein, si on dit qu'on poursuit, mais parce que vous savez, il y a un contrôle au niveau des chambres. Hein, lorsque les chambres estiment qu'il n'y a pas de motif, par exemple pour le mandat d'arrêt, c'est les motifs raisonnables de pouvoir, disons, délivrer ou décerner le mandat d'arrêt, ils ne le font pas. Mais pour le cas de Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire s'est dite compétente pour la juger. Ben oui, elle s'est dite compétente, mais il faut voir. Vous savez, le Kenya avait dit qu'il était compétent pour juger aussi bien Ruto que Kenyatta, mais il n'y a pas eu de preuves. Et c'est pour ça que la Cour pénale internationale saisie, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème de complémentarité. La Cour pénale, avant de se saisir d'une affaire et d'aller jusqu'au fond des choses, doit premièrement se déclarer compétente, voir si elle est compétente. Bon, il y a des critères de compétence, compétence matérielle, compétence temporelle et compétence du lieu. Hein, donc, il y a tous ces critères-là qui doivent être vérifiés avant. Et il y a le problème de la recevabilité de l'affaire. La recevabilité de l'affaire, c'est quoi? C'est lorsque il est avéré que le pays peut mener une enquête, poursuivre la personne, la Cour pénale n'a pas à intervenir. C'est ce principe de complémentarité qui favorise d'abord la procédure nationale. Si maintenant il est avéré qu'on ne peut pas, les États ne peuvent pas ou n'ont pas la volonté. Il faut se dire la vérité. Ce n'est pas simplement parce que vous dites je vais le faire, mais vous pouvez dire je vais le faire alors qu'en fait, vous n'avez pas la volonté réelle de le faire. Et c'est à ce moment-là que le problème intervient. Il y a des preuves qui montrent quand même que vous n'avez pas l'intention de le faire. Si vous restez des mois, voire des années sans rien faire, on peut dire quand même qu'il y a des présomptions. Les Africains se sont décidés comme ça, de se lever pratiquement entre guillemets du seul bois pour demander, dire que la CPI est une cour raciste qui ne poursuit que les... Mais c'est ça qui est grave. Parce que moi, vous savez, les éléments sur lesquels ils doivent se baser, ce sont les éléments qu'on a soulevés ici. Et en toute objectivité, comment voulez-vous... C'est pas parce que, à l'heure actuelle, vous savez, à l'heure actuelle, on poursuit des États africains, mais il faut faire la part des choses. À l'heure actuelle, où est-ce qu'il y a le plus d'exactions? Où est-ce qu'il y a le plus de crimes contre l'humanité? Où est-ce qu'il y a le plus de femmes qui sont violées? Le plus d'enfants qui sont enrôlés ou conscription d'enfants au niveau des armées? Mais c'est dans les pays africains. Il faut... Non, mais vous savez... Il y a aussi des choses qui se passent en Israël. Mais on est entièrement d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des enquêtes, hein, qui sont actuellement menées. Mais pour le moment, là où il y a des exemples
pas tant des preuves qui sont là, qui peuvent être vérifiées, mais c'est dans ces domaines-là. Et on commence par ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas, il n'y aura pas d'enquête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poursuites qui seront faites. Je vous ai cité les cas où des enquêtes étaient en train d'être menées à ce niveau-là. Elles vont aboutir et à ce moment-là, les gens seront poursuivis. Mais ne sentez pas qu'on le chef de l'Africain, c'est que les enquêtes concernant le chef de l'Africain sont rapidement menées par rapport aux enquêtes qui concernent d'autres chefs d'État occidentaux. Non, moi, enfin, vous savez, chacun a son point de vue. Hein. Et comme on dit, et là où je dis que c'est quand même un peu regrettable, c'est lorsque parce que moi, le sentiment que ça me donne, hein, très sincèrement, hein, et je le dis je me veux objective, j'ai l'impression qu'on se dit, bon, ben d'accord, ok, bon, les autres sont là, allez vous occuper des autres, mais ce qui se passe chez nous, ne vous en occupez pas. C'est ça. Hein, c'est un peu ça. Bon, voilà, il y a exactement des problèmes là-bas. Commencez par là-bas, mais ici, ce qu'il y a, n'y touchez pas. Mais est-ce que la société civile africaine est consciente de cette impunité que vous dites que le chef d'État africain veut installer en Afrique pour sortir de la CPI, entre guillemets? Non, mais moi, je ne sais pas, mais il faudrait quand même que les gens soient au courant de ce qui se passe. Moi, écoutez, moi, je vous assure que ce qui me fait mal, c'est que je ne voudrais pas que nous, les États africains, nous ne soyons pas conséquents avec nous-mêmes. Vous savez, nous avons énormément de problèmes. Nous sommes en quelque sorte un peu jugés. Hein, par les autres. Il faut qu'on se dise la vérité. Parfois, on nous dit qu'on ne nous prend pas au sérieux parce que nous avons d'autres préoccupations. Et je pense que nous avons tellement de capacités, de potentialités, qu'il faudrait que l'Afrique quand même pense à se réunir, à se fédérer autour de l'essentiel. Nous avons énormément de problèmes, que simplement dire c'est la faute de la colonisation. Pour moi, je vous assure que je trouve ça un peu vexant, hein, pour ne pas dire choquant, qu'on se dise bon, on est encore, on va être colonisé, ou c'est le néco. Écoutez, quand les pays se laissent coloniser, qu'est-ce qu'on n'y peut rien. Mais je pense, moi personnellement, que nous avons dépassé ce stade-là. Hein, où on est en train de dire, oui, bah, c'est parce qu'on veut nous coloniser. Mais quel pays africain à l'heure actuelle va accepter d'être colonisé, même si on parle de la néocolonialisme dans d'autres domaines économiques et tout. Mais je pense que quand même, il y a des choses vraiment qu'il faut voir. On est parti d'un statut. On a signé, ratifié, parce que je pense qu'on est convaincu que ce qu'il y a là-dedans correspond à nos principes, à des principes. Et je crois qu'il faut quand même qu'on l'applique. Hein. Comme on dit Duralex, sed lex, donc il faut l'appliquer. Et je crois que même si les États africains, je pense, ont des problèmes, ils peuvent le régler avec la CPI. Mais est-ce que l'affaire de Hissène Habré, qui a été initiée ici au Sénégal avec les chambres africaines extraordinaires, pour vous, c'est un exemple que l'Afrique peut juger ses fils? Mais l'Afrique peut juger ses fils. Je vous ai dit, l'Afrique, bon, il y a un problème peut-être aussi de moyens, hein, même au niveau de la CPI. Est-ce que la CPI a actuellement les moyens, hein, je reviendrai sur Habré après, est-ce que la CPI a les moyens de mettre en œuvre tous les objectifs qu'on lui a assignés? Parce que vous savez, ça demande beaucoup de moyens, ça demande, quand vous faites une enquête, que vous êtes sur place, il faut que vous alliez sur place, il faut que vous ayez un bureau permanent, il faudrait que vous ayez des enquêteurs expérimentés, il faudrait que vous ayez aussi au niveau local, même des personnes avec qui vous pouvez collaborer, traiter pour pouvoir faire vos enquêtes. Ça demande énormément de moyens. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, les moyens sont mis à la disposition de la CPI pour lui faire son travail? Ça, c'est une question. Ensuite, est-ce que les États apportent effectivement la coopération nécessaire pour que la CPI puisse faire son travail? Est-ce qu'on lui facilite dans les pays les enquêtes, tout ça? Vous voyez, ce sont des problèmes qui sont importants. Donc, ça, c'est pour dire que les pays africains, s'ils sont outillés, s'ils ont la justice appropriée, elle peut juger. Nous sommes tous, hein, tous les pays africains pratiquement, ont ratifié, sont partie prenante à toutes les conventions contre la torture, contre le génocide, contre les crimes. On est tous là-dedans. Donc on a tous la même avec la communauté internationale dont on fait partie.
ne faut pas oublier quand même qu'on est membre de cette communauté internationale pour la plupart. Dont on est parti, on est membre, donc on répond à ces objectifs-là. Et l'affaire Habré? Alors l'affaire Habré, c'est vrai que ça peut être jugé. D'ailleurs, ça aurait dû être jugé depuis longtemps si on s'en tient au texte. Mais il y a eu beaucoup de péripéties, vous le savez, dans cette affaire-là. En commençant, il y a des années où on avait déjà, un juge avait inculpé Habré et finalement la chambre d'appel avait considéré qu'elle n'était pas compétente. Ensuite, il a fallu que la communauté internationale et surtout la Cour internationale de justice s'en mêle pour donner des instructions disons, au Sénégal, soit elle pour juge, soit elle transfère à la Belgique, qui avait déjà ouvert une enquête. Et donc, il y a eu, comme je dis, toute une procédure. Et finalement, Habré a saisi même comment ça s'appelle, la CEDEAO, qui a rendu donc une décision, un arrêt disant que le Sénégal pouvait juger l'affaire, mais qu'il fallait qu'on crée, parce qu'une juridiction spéciale à vocation internationale, et c'est comme ça qu'on a créé donc cette juridiction à l'intérieur du Sénégal avec les chambres spécialisées. Mais justement, est-ce que les pays africains se sont frileux à juger les anciens chefs d'État? C'est pas parce que les États africains sont faibles, vous parlez tantôt de la pauvreté dans nos États, le manque de moyens. Juger un chef d'État qui a été puissant, qui a des partisans dans ce pays-là, peuvent conduire à la déstabilisation de ce pays. Mais pourquoi vous allez déstabiliser? Comment vous allez déstabiliser? Si les gens, on leur présente leurs membres, chaque chef d'État, vous savez... Non, mais c'est justement ça, là où il y a des problèmes. Vous savez, quand on arrête quand on fait une enquête, le mandat d'arrêt qu'on lance, c'est le cas qu'il y a eu pour Gbagbo, pour d'autres présidents qu'on lance, c'est justement d'abord pour permettre à la personne d'assister à son procès, mais aussi, si on l'arrête, c'est parce que l'arrestation est nécessaire. Elle est nécessaire à quoi? L'exemple que vous donnez, c'est un bon exemple, à savoir que le chef d'État a comment on appelle ça, à des personnes influentes, qui peuvent l'aider à peut-être même organiser sa fuite, qui peuvent l'aider à intimider des témoins. Les témoins ne pourront pas participer au débat, et c'est ce qui se passe beaucoup au niveau du Kenya. Intimider les témoins, et puis aussi, il y a la possibilité qu'ils puissent continuer même ces crimes à l'intérieur du pays. Vous voyez, donc il y a tout ça qui rentre en compte et qui font que la Cour, par mesure de sécurité, va décerner des mandats d'arrêt ou des citations à comparaître, si vraiment le mandat d'arrêt n'est pas, et la détention n'est pas obligatoire, comme cela a été le cas pour même Habré, et puis comment ça s'appelle, Kenyatta, Uhuru, et puis d'autres qui ont eu des citations à comparaître et non des mandats d'arrêt. Donc vous voyez tout ça, c'est pris en compte au niveau donc des juridictions internationales. Il y a aussi le cas concernant aujourd'hui Charles Taylor, qui est l'un des chefs d'État. C'est un chef d'État à 50 ans de prison, qui a été transféré aux Pays-Bas, en Angleterre, oui. Mais Charles Taylor avait demandé avec ses avocats d'être transféré au Rwanda, parce qu'il se rapproche de son pays. Le Rwanda est en train d'étudier la question. Mais pourquoi la CPI n'a pas permis à Charles Taylor d'aller plus loin? Non, mais vous savez, c'est bon, pour avoir travaillé moi 7 ans au niveau du tribunal pénal international, pour le Rwanda, je vois un peu les procédures. Vous savez, une fois que la personne est condamnée, on cherche les pays qui peuvent accepter qu'il passe donc sa détention là-bas. Mais il faut attendre que le pays réponde. Il faut attendre que le pays réponde. Ce n'est pas parce que simplement moi je veux aller là qu'on va m'envoyer si le pays n'est pas d'accord. Vous avez des pays qui disent ok, il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres qui refusent, qui ne veulent pas. Si vous avez la volonté d'aller à tel endroit, que le pays n'est pas d'accord pour que vous vouliez purger sa peine, on cherche un autre pays qui peut vous recevoir et pour lequel vous aussi vous êtes d'accord pour pouvoir y purger votre peine. Ce n'est pas aussi évident. Il y a le cas du camp de Guantanamo aux États-Unis, où des prisonniers de guerre ont été mis en prison hors de toute juridiction internationale, hors de toute justice. Les gens se demandent, mais c'est une injustice que les Américains peut-être sont en train de faire subir à ces gens-là, même s'ils ont été considérés comme étant des terroristes.
Mais il y a un problème aussi. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Ça, je vous dis, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce que ça, on peut le reprocher à la Cour pénale internationale? Est-ce que ça, honnêtement, le fait, vous savez, les Américains, au niveau du Conseil de sécurité, vous avez vu un peu la façon dont ils agissent. Ils sont extrêmement puissants. Alors, il y a des choses, c'est vrai, c'est là. Bon, je pense. Il n'y a pas une justice à deux vitesses, donc. Comment une justice à deux vitesses? Celle pour peut-être à la CPI où les Sud-Africains, vous l'avez dit, ont ratifié, et aux États-Unis où les Américains, grâce à leur puissance, peuvent imposer leur justice. Mais il faut dire la vérité, ils imposent leur justice. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a certaines choses, ils imposent, mais qu'est-ce que les gens font aussi pour se battre contre ça? Est-ce qu'il y a une coopération entre les États pour dire nous allons mettre fin à ça, à ce diktat des États-Unis? Mais vous savez, c'est des problèmes. Il ne faut pas voir les problèmes comme ça seulement en disant bon, on va mettre la responsabilité sur la CPI parce que c'est une cour permanente, elle a été mise en place pour... Alors que ce n'est pas aussi évident. Vous avez des pays qui, à l'intérieur, au niveau du Conseil de la sécurité, sont contre le fonctionnement de la CPI. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'à ce niveau-là, les États africains, sans pour autant faire la part des choses, s'allient et créent un autre problème, en disant, voilà, oui, c'est vrai, c'est parce qu'ils sont contre colonisation. Non, moi, je pense qu'il y a quand même une attitude objective à avoir. Je pense que... Est-ce qu'au fond, cette affaire de la CPI, l'affaire de Guantanamo, ne montre pas quelque part que la justice internationale obéit à un rapport de force? Ça, il faut se dire la vérité. Vous avez effectivement un rapport de force. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez des pays qui sont puissants et que c'est difficile. Mais vous savez, les États-Unis, bon, on les a appelés les gendarmes du monde, le pays le plus puissant, c'est pas pour rien. Il y a quand même comment ça s'appelle, des exemples qui montrent que quelquefois, quand ils veulent bloquer, mais ils arrivent à bloquer certaines situations. Mais je pense qu'il faut quand même que nous soyons conséquents avec nous-mêmes, que nous voyons... Et moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est dans les principes. Vous savez, dans les principes. Vous êtes parti à quelque chose, mais c'est dans beaucoup d'autres exemples, même sans prendre l'exemple précis de la CPI. Vous êtes adhérent, vous participez à quelque chose, mais vous n'allez pas dire, parce que moi, je suis chef d'État, cet article-là, vous n'allez pas me l'appliquer. Non, mais est-ce que vous trouvez, moi je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal de dire, bon voilà l'article 27 qui dit que même si je suis chef d'État, je peux être poursuivi, mais vous n'allez pas me l'appliquer si j'ai des preuves que j'ai commis ces exactions. Mais est-ce que le chef d'État qui est poursuivi, qui était à l'exercice de ses fonctions, il ne va pas créer un blocage du pays? C'est le chef d'État, lui, qui a été élu, comme le cas du Kenya, ne peut pas faire son travail. Comment ça va se faire? Mais vous savez, on ne se poursuit pas un État. Oui, les chefs d'État. Oui, on ne poursuit pas un État, on poursuit une personne qui a commis des exactions. La CPI ne poursuit pas des États. Il n'y a pas une possibilité il faut que ce soit... ne soit plus en exercice pour le poursuivre? Écoutez, il est là. Quand on le poursuivait d'ailleurs, il n'était pas chef d'État encore pour les exactions. Il est devenu, mais il est devenu. S'il y avait eu dans le texte une disposition qui disait quand vous êtes chef d'État, vous ne pouvez pas être poursuivi, mais l'article 27 est très clair. Il vous dit que l'immunité, les immunités et les fonctions officielles, même celles de chef de l'État, n'est pas opposable à la CPI. Justement, est-ce que cet article n'est pas en contradiction avec certaines constitutions qui disent qu'un chef d'exercice ne pourrait pas être poursuivi? Mais même je prends l'exemple de Kenyatta. Au niveau, je pense que c'est l'article 143, enfin si je ne m'abuse de la Constitution, mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'immunité. Il y a des constitutions africaines qui donnent immunité au chef d'État quand il est en exercice. Oui, mais est-ce que c'est constitution? Vous savez, la juridiction internationale est au-dessus des lois nationales. La primauté du droit international, c'est connu. La primauté du droit international, ça veut dire que même dans nos États, peut-être qu'on on reviendra quand on parlera des femmes, vous avez les lois nationales, mais les conventions qui ont été signées au niveau international ont primauté sur la loi nationale. Et c'est inscrit dans la Constitution du Sénégal. On peut prendre cet exemple-là bien précis. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses, de paramètres sur lesquels on ne peut pas simplement dire voilà ce qui se passe. C'est un tout.
qu'il faut étudier. Pour revenir justement aux femmes, le Sénégal a signé la loi sur la parité avec l'ancien pouvoir, le président de l'Aïwad. Aujourd'hui, les femmes sénégalaises commencent à respecter parce qu'à l'Assemblée nationale, cette parité n'est pas respectée. Vous savez, moi je suis fatiguée de parler, je vous assure, un peu, Pape Alassane, de tous ces problèmes de femmes. Parce que ça fait des années que nous battons. Battons entre guillemets, ce n'est pas un combat qu'on fait contre les hommes et tout, mais pour que simplement les droits des femmes soient, je ne dis pas reconnus, puisqu'ils sont là, ils existent. En tant qu'êtres humains, nous avons les mêmes droits que les hommes. Mais simplement pour qu'ils nous soient appliqués. Et franchement, c'est surprenant, pour ne pas dire aberrant, qu'on se retrouve actuellement avec les mêmes problèmes. La loi pour la parité, ça c'est un problème. Moi, bon, j'ai toujours dit que c'était un instrument de l'égalité, la loi sur la parité. Mais c'était pas la parité, c'est un instrument de l'égalité. Mais ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas parce que vous avez une assemblée paritaire que vous allez avoir une assemblée égalitaire. Vous pouvez avoir 50 femmes députées, 50 hommes députés. Elle est paritaire, mais elle n'est pas égalitaire. Tout dépendra de la fonction que vous allez donner à la femme au sein de cette assemblée. Si les femmes ne représentent rien, est-ce que vous pouvez parler d'égalité? Mais est-ce que justement en votant cette loi au Sénégal, qui est une loi révolutionnaire, psychologiquement et socialement, culturellement, les hommes étaient préparés à cela? Mais écoutez, parce que s'il faut que les hommes soient à chaque fois préparés pour que nous ayons quelque chose, c'est grave. Les mentalités, ça date de je ne sais pas combien, les mutations profondes qu'il y a eu dans les sociétés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors franchement, comme on dit en Wolof, vous ne pouvez pas chaque fois avec les mêmes problèmes, les hommes ne sont pas, mais ils ne sont pas préparés à quoi? Vous avez des droits qui sont des droits humains, qui sont applicables aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais il faut quand même que les mentalités, et c'est pour ça que je parle souvent de volonté politique. Je parle beaucoup de volonté politique. Est-ce qu'il y a effectivement dans nos États africains une volonté politique de faire en sorte que les femmes aillent de l'avant? Vous avez ratifié toutes les conventions internationales, sans réserve. Je le dis tout le temps, c'est mon dada. Vous les ratifiez sans réserve. Ça veut dire qu'il est trop tard pour venir nous dire, oui, mais vous savez, du point de vue de la culture, du point de vue, on ne peut pas les appliquer. Mais c'est trop tard. Ces instruments, ce n'est pas simplement une façon d'appâter les femmes, pour mieux les avoir dans les partis politiques, pour qu'elles votent, parce qu'on sait qu'elles ont une très grande force. Ce serait extrêmement grave, Papa Alassane, ce serait extrêmement grave que de dire que les chefs d'État ont ratifié des conventions simplement pour appâter les femmes. Ce serait extrêmement grave. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté ou de conscience réelle de promouvoir les droits les droits humains. Il y a un décalage entre la réalité sur le terrain et la réalité appliquée. Mais oui, et c'est ça qui est grave. Et c'est ça, moi, personnellement, qu'à l'heure actuelle, je ne comprends pas. Et vraiment, je désespère de comprendre. Et je me dis que moi, la volonté politique existera vraiment le jour où on aura, disons, harmonisé notre législation nationale avec les conventions qui ont été ratifiées sans réserve. Qu'il s'agisse de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, des Nations Unies, que ce soit le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, avec le protocole additionnel sur les femmes, et qui est appelé le protocole de Maputo. Donc, franchement, le jour où je verrai ça, que ce sera rempli, ça veut dire qu'on aura exactement tous les droits, à ce moment-là, je dirais bravo. Mais au fond, vous disiez tantôt quand on parle de la CPI que les États ratifient souvent sans regarder le contenu de ce qu'ils appliquent. On voit que le Sénégal applique pratiquement tous les traités, toutes les ratifications sont faites. Mais au fond, on a l'impression que le Sénégal le fait juste pour son image internationale. Ah, en tout cas, c'est vous qui le dites. Peut-être que je suis d'accord avec vous, mais je vous assure, mais c'est un problème. Et moi, j'en arrive à dire, vous savez, j'ai mon franc-parler. J'en arrive à me dire, mais est-ce que ce n'est pas ça au fond? Parce que, comment voulez-vous ratifier sans réserve? Vous avez des pays africains qui ont mis des réserves, par exemple la Guinée, qui ont dit, bon, ça, je ne peux pas, parce que ma culture ne me le permet pas. Mais nous, on a tout ratifié. Et à l'heure actuelle, non seulement on a ratifié, c'est dans le préambule de notre Constitution et le préambule que le Sénégal adhère à toutes les conventions internationales et tout. Et mieux, on a mis dans notre Constitution que les conventions internationales avaient primauté sur les lois nationales.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des procéduriers. Mais si on voulait attaquer en disant, moi, ne m'appliquez pas la loi là, mais appliquez-moi ce qu'il y a dans la Convention. Mais on devrait le faire. Et ça, c'est un problème de responsabilité aussi des magistrats. Mais vous savez, parce qu'il y a des dispositions qui disent il faut prendre des dispositions pour. À ce niveau-là, on ne peut pas appliquer obligatoirement. Mais quand il n'y a pas ces phrases-là, mais on peut appliquer ce qu'il y a dans les conventions internationales. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au Sénégal aujourd'hui, au moment où, au niveau de l'Assemblée nationale, les femmes peinent à ce que la parité soit appliquée? Au même moment, on voit le président de la République promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. Non, mais ça, vous savez, bon, moi, c'est très bien. Hein. Et je pense qu'il n'y a aucune... Moi, je ne suis pas étonnée pour ça. Hein. Elles sont là, elles le méritent, elles sont compétentes. Hein, quand je vois oui, donne aux femmes, le Premier ministre, elle est bien. Droite, il les retire de la main gauche. Oui, c'est un peu, oui, mais quand même, vous savez, quand même, je pense que ce qui est important, c'est la nomination à des postes de responsabilité. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de dire que tant que les femmes ne seront pas au niveau des instances décisionnelles, tant qu'elles ne seront pas aux endroits où on prend les décisions, on aura énormément de problèmes. Parce que, comme d'habitude, les hommes vont penser pour les femmes en disant oui, elles vont faire ça, elles ne peuvent pas faire ça, elles peuvent pas... Mais si les femmes commencent à investir les instances décisionnelles, je pense quand même qu'il y aura de grands progrès qui seront faits. Bon, maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, je suis désolée. Moi, franchement, quand je vois ce qui se passe, on vote une loi sur la parité, un grand ramdam, les gens pas, mais on ne l'applique pas. Le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas paritaire. Hein? Vous avez énormément de problèmes. Alors, moi, à l'heure actuelle, ce qui m'énerve un peu, hein, passez-moi peut-être l'expression, c'est d'entendre, vous savez, ces beaux discours. Franchement, en disant oui, les femmes sont bien, elles sont compétentes, elles sont honnêtes, elles sont... C'est des discours. Mais dans les faits, maintenant, j'espère que le président va continuer dans cette lancée-là, où on fait de plus en plus confiance aux femmes. Et je pense que peut-être aussi c'est une conséquence logique de certaines situations. Quand vous voyez que tous les hommes qui sont passés là n'ont pas réussi, mais essayez les femmes. Et on verra d'ici quelques temps aussi. Parce que les femmes sont considérées comme étant les meilleurs gestionnaires. Mais bien sûr, non, mais mais bien sûr, ça, je pense que il y a des études, hein. Vous savez, il y a des études, je ne dis pas ça parce que je défends les femmes, mais il y a des études sérieuses qui ont montré que les femmes étaient meilleures gestionnaires. Lorsqu'elles faisaient des emprunts, elles remboursaient. Elles remboursaient de façon beaucoup plus régulière que les hommes. Lorsqu'elles occupaient des postes de responsabilité, il y a toujours des exceptions aux règles. Hein, je ne veux pas à chaque fois dire... il y a des femmes aussi qui ont des problèmes. Hein, mais dans la majorité des cas, elles ont quand même... les compétences sont là et puis elles assument. Hein, elles assument avec beaucoup plus de sérieux parce qu'elles ont approuvé aussi dans un milieu qui est quelquefois hostile, leurs capacités et leurs compétences. Mais justement, est-ce qu'il faut nommer les femmes parce qu'elles sont des femmes ou bien est-ce qu'il faut les nommer parce qu'elles sont compétentes? Ah non, moi je vous dis, hein, je ne veux pas qu'on nomme des femmes simplement parce qu'elles sont des femmes, je suis contre. Moi si je vois une femme compétente avec un homme incompétent, totalement incompétente, mais je ne voterai pas pour elle. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est l'image de la femme qui sera détériorée. Comment voulez-vous mettre une femme incompétente à un niveau et puis vous satisfaire simplement parce que c'est une femme? Non, mais il y a des femmes compétentes ici. Hein, vous en avez beaucoup. Hein, vous en avez beaucoup. Elles sont ici à l'Assemblée. Et vous savez, le problème aussi, c'est pas parce que... il faut éviter aussi tout le temps de dire « Oui, mais vous savez, les femmes instruites, ce sont celles qui sont... » Mais il n'y a pas que ça. Vous avez des femmes rurales qui sont à l'Assemblée, mais il faut les voir intervenir. Et je suis contente d'ailleurs de voir que le président de l'Assemblée avait dit que la traduction simultanée interviendrait bientôt, que tout est mis en place. Parce que vous savez, ces femmes-là, elles s'expriment dans les langues nationales, mais elles ont une capacité de compréhension, elles ont une capacité de pouvoir cerner les questions qui les préoccupent. Elles ont une capacité de pouvoir savoir ce qui se pose dans leur terroir, une capacité de savoir quelles sont les solutions qu'elles peuvent apporter. Et je vous assure que si on leur permettait de s'exprimer, si on permettait aussi d'exploiter ce qu'elles disent, mais on arriverait vraiment à faire progresser les terroirs. Parce que le problème des terroirs aussi, c'est un problème.
Hein, pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ça. Et je crois que si on suivait la ligne de conduite de ces personnes-là, peut-être qu'on arriverait à changer pas mal de choses. Mais certains vous reprochent, vous, en tant qu'intellectuel, entre guillemets, hein, comme on le dit, que vous êtes plus concentré dans les grandes villes et que, justement, dans le monde rural, il n'y a pas un travail qui est fait aussi au niveau de ces femmes. Alors là, puissent avoir beaucoup plus d'indépendance imposée de point de vue. Non, là peut-être que vous parlez des années 1977, parce que nous on a commencé à militer avec les femmes de Dakar, souvent dans les régions. Ah si, mais vous savez, c'est incroyable, ça beaucoup, parce que vous ne suivez pas. Vous savez, il faut dire la vérité, vous suivez ce qui vous intéresse, mais vous ne suivez pas ça. Hein, vous ne suivez pas. Moi, je peux vous interroger sur beaucoup de choses, je suis sûre que vous ne me donnerez pas les réponses. Hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'on est en train d'alphabétiser dans les régions. Au niveau de la justice que je connais, vous voyez, les femmes, l'association des juristes sénégalaises, elles font des consultations gratuites. Elles font venir les femmes, elles leur enseignent quels sont leurs droits, elles leur enseignent comment faire. Regardez les maisons de justice qu'on a créées dans beaucoup de trucs. C'est pour justement sensibiliser les femmes sur leurs droits et les femmes rurales. Hein, leur dire ce dont elles ont besoin, ce dont elles sont capables. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, effectivement, c'est qu'on puisse, tous nos instruments juridiques qu'on a, et on a commencé ce travail-là au niveau de, je parle de l'AGS parce que je connais beaucoup plus, ce que je travaille avec cette association, mais on est en train de traduire dans les langues nationales. Hein, les textes juridiques. Mais tout ça, c'est pour leur apporter. Et on se déplace beaucoup dans les régions. Maintenant, est méconnu des Sénégalais. Mais parce que ça ne vous intéresse pas? Ah si? Ah bah oui, mais écoutez, il y a beaucoup de choses. Non, voilà, si on donne l'information, on a même, mais il faut aller chercher l'information aussi quelquefois. Si. Vous savez, le problème, il ne faut pas dire, je veux que l'information arrive vers moi. Si ça vous intéresse vraiment, vous allez chercher l'information. Hein? Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui m'appellent, qui me disent, voilà, même, est-ce que je réponds? Hein, on va chercher l'information, on vous donne l'information, on va chercher, parce qu'on ne peut pas aussi savoir à tel endroit, on n'a pas fait ça. On décentralise de plus en plus. Vous irez à Saint-Louis, vous irez à Thiès, vous irez à Louga. Il y a des antennes qui sont là. On a même créé au sein des femmes rurales, le nom exact, là je l'ai sur le bout de la langue, mais il m'échappe, je cherche depuis tout à l'heure. Comment on appelle ça? Vous savez, des femmes qui sont là pour, disons, répertorier l'information. On les forme dans tel domaine, la femme, les droits des femmes, les enfants, l'éducation, la santé et tout. Et on leur demande maintenant de servir de courroie de transmission au niveau du village pour pouvoir justement donc sensibiliser tout le monde. Le problème, c'est que ces femmes-là, rurales, qui se battent, il y en a hein, qui sont très compétentes. Ah, moi, on ne les trouve pas dans les instances de décision. Ah non, non, mais c'est le problème des terres. Vous savez, la répartition des terres. Combien de femmes vous avez dans les conseils? Il y en a, c'est vrai, il y a des problèmes. Avant, vous en avez 0. Maintenant, il y en a de plus en plus, elles sont là, mais elles ne sont peut-être pas très nombreuses, mais il y en a quand même qui sont là. Elles sont beaucoup plus sensibilisées. Et c'est ça, parce qu'elles sont sensibilisées. Les femmes, maintenant, vous disent, mais nous, on ne veut pas être en train de cultiver les champs de nos maris. Donnez-nous des terres, qu'on les cultive nous-mêmes et qu'on les exploite. Là, on sait qu'on représente quelque chose. Mais aller cultiver, mais je vous assure que c'est elles qui tiennent ce langage-là. Et il a fallu quand même qu'il y ait des discussions. C'est vrai que on s'est rendu compte au début qu'il ne fallait pas qu'on reste simplement dans Dakar, qu'il fallait qu'on décentralise, qu'il fallait qu'on aille au niveau des régions, qu'il fallait qu'on sensibilise. Parce que vous savez, et ça on peut remercier les hommes pour ça, parce qu'à un moment donné, ils voulaient créer, pour diviser, pour régner il faut diviser, ils voulaient créer cette, cette différence entre ce qu'ils appelaient les femmes rurales et les femmes intellectuelles. Hein, alors que c'est plutôt les femmes lettrées et les femmes rurales sont aussi des intellectuels. Hein, donc, vous voyez, ça a été, et à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on réagisse. Et c'est là qu'on a fait des actions en direction, et toutes les associations féminines, hein, on peut dire qu'elles sont maintenant parties dans les régions pour un peu travailler avec les femmes rurales, parce que c'est un échange, hein, elles nous apportent beaucoup. On peut leur apporter, mais elles nous apportent aussi beaucoup. Mais de façon globale, dans les pays africains, le pouvoir passe par la présence dans les partis politiques. Ouais. Quel est le travail que vous faites au niveau des partis politiques pour que les femmes puissent accéder aux instances de décision? Parce qu'on constate qu'il y a des manifestations politiques,
les femmes sont rassemblées, elles viennent des foulards, elles applaudissent. Plus maintenant, mais hein. au fond, quand il faut accéder aux instants de décision, ils sont souvent oubliés. Non, mais c'est vrai. Vous savez, il y a plusieurs choses. Et vous voyez, là aussi, on est en train de travailler sur ça. Et quand je dis nous sommes en train de travailler, je parle en général, bien sûr, de l'association des femmes juristes qui fait ça. Il y a aussi l'AMLD qui travaille beaucoup sur ça. Et aussi des autres associations féminines qui ont compris, bon, peut-être qu'on gagnerait aussi à être moins dispersés, à faire disons, quelque chose, un programme commun, hein, en disant vous vous spécialisez dans telle chose plutôt que de travailler en sorte dispersé. Mais vous savez que toutes les associations féminines, pour les élections, on a fait des formations. Que ce soit pour les élections, disons, législatives, et on va les faire pour les locales, hein, on a fait des formations. En disant, moi j'ai participé, en montrant aux femmes ce qu'elles devaient faire du point de vue politique, quelles étaient les attitudes à avoir, comment elles devaient parler, ce qu'elles devaient faire, quels étaient les problèmes qui devaient les intéresser. On a fait tout ça pour leur montrer les attitudes à avoir. Et ce que vous dites, c'est vrai, avant les femmes c'était la mobilisation pour le folklore, mais plus maintenant. Hein. Les femmes savent quel est le rôle qu'elles font. Bon, maintenant le problème c'est qu'elles doivent militer, pardon. Au résultat, si on regarde bien aujourd'hui, oui, non, mais c'est vrai. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas formées. Vous avez beaucoup de femmes qui ne sont pas formées. Vous savez ce qu'on faisait avant, les écoles de parti. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à ça et que cette formation soit dispensée aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Vous avez aussi des détails. Hein, j'en parle parce qu'on a fait des études et tout ça, ça émane de rapports. Pourquoi les femmes ne participent pas? Vous savez que les femmes quand même, parce que nous sommes des femmes, nous avons nos responsabilités aussi bien à la maison que lorsque nous avons du travail sur le plan professionnel. Mais vous savez, dans les partis politiques, mais quelquefois, et vous êtes très forts vous les hommes, hein, pour écarter et pour ne pas... Mais il y a des réunions qui sont tenues, mais très tard le soir. À des heures où, comme on dit, une femme de bonne moralité ne sort pas. Si vous mettez des réunions à minuit, quelle est la femme qui va aller pour assister à un... Il y en a, hein, je vous dis, bon, certaines iront, mais il y en a d'autres. Il faut assumer les responsabilités aussi. Ah oui, mais il faut assumer les... Oui, mais vous accepteriez, vous savez, les hommes aussi, c'est très bien, il faut assumer, mais quel homme accepterait que sa femme lui dise, bon, ben, il est 11h30, je vais à une réunion, il n'y en a pas beaucoup, hein, honnêtement. Si on veut être objectif. Il y en a, le travail, justement, hein? Chez les hommes. Pardon? Le changement de mentalité. Mais c'est ça qui est important, le plus important, c'est ça, c'est le changement, vous en arrivez à ça, au changement de mentalité. Et tant qu'on n'arrivera pas... Quel est le travail que vous faites pour que les hommes changent de mentalité? Mais on le fait, mais... Mais tu sais... On droit des droits. Non mais, Papa Alassane, vous savez ce qu'il y a de plus difficile? C'est de parler à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Ou qui veut dire, oui, je comprends, mais en fait, qui dit bon, non qu'à parler, quoi, et puis c'est tout. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a certains discours qui me fatiguent. Quand j'entends les gens dire les femmes sont compétentes, les femmes sont bien, ce sont des guerrières, elles ont combattu, et que vous voyez que dans la réalité, on n'accepte pas que les femmes puissent occuper certains dans l'armée, quoique maintenant ça change, parce qu'on a fait un travail là-dessus, certains postes. Hein, quand vous voyez que... lorsqu'il faut prendre certaines responsabilités, même au sein de la famille, on se dit non, c'est pas possible. Parce que c'est le mari. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais il y a aussi l'autre phénomène, Madame Sow, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, dans l'éducation qu'on donne aux hommes et aux femmes dans nos maisons, l'impression que les gens ont, c'est qu'on éduque les femmes pour qu'ils subissent le dictat des hommes. Non, c'est-à-dire que là aussi, je peux dire que c'était vrai. Mais nous sommes en train de faire aussi un travail sur ça. À savoir que... le travail dans la maison montre aujourd'hui que les jeunes filles doivent s'occuper de la vaisselle. Non, mais ça change. Hein. Ça c'est en train de changer. Ça aussi, je vous dis, il faut... Bon, je ne sais pas si chez vous, avec vos enfants et vous, mais il faudrait que les hommes se mettent à faire la cuisine aussi, que les hommes se mettent à faire le ménage pour montrer à leurs garçons qu'il n'y a rien d'humiliant. Hein, qu'il n'y a rien, qu'ils fassent la cuisine, qu'ils fassent le ménage, hein, qu'ils s'occupent de faire la vaisselle. Hein. Quand la femme travaille, qui rentre le soir, elle est fatiguée, il est fatigué, lui, il regarde sa télévision, autre chose. Même les enfants, ils s'en occupent pas. Hein. Ça, on a beau dire, il est chef de famille, parce que la loi lui donne ce pouvoir-là. Il est chef de famille, mais pour le reste, c'est pas son problème. Hein. Justement, il ne faut pas changer cette loi qui fait que l'homme devienne chef de famille, que la femme ne peut pas l'être,
Peut-être que... Non, mais on veut, non, mais il y a... Non, 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 maintenant, non, voilà, on est là-dessus. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses... Et puis ça, encore une fois, je reviens à la Convention des Nations Unies de Maputo, hein, qui ont été ratifiées par nos États. Mais appliquez-les. Si vous les appliquez, on n'a plus ce problème. Ça, c'est Maputo, mais la réalité, le changement de mentalité, le travail que vous devez faire... Oui, mais on le fait, mais je vous ai dit tout à l'heure que il faut vous reformater. C'est ce que je dis souvent. Je dis, vous savez, les hommes sont... Il y a un certain format, mais il faut les reformater complètement pour qu'ils comprennent que ça a tellement évolué. Ça demande un travail en profondeur. Mais ça demande un travail en profondeur. Et nous sommes en train de le faire. Mais ça fait... Ce qui me choque, mais pourquoi ça fait autant d'années qu'on soit obligé de répéter les mêmes choses? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter, et ça je le dis vraiment, pourquoi vous ne pouvez pas accepter que les femmes ont les mêmes droits que les hommes en tant qu'êtres humains et que c'est tout, point final. Il n'y a pas de oui, ouais, c'est dépassé ça. Nous sommes dans un pays où certains évoquent souvent la religion, en parlant de musulmans. Vous savez, elle donne des non, mais vous savez, moi quand on me dit ça, je dis, ben écoutez, vous savez, s'il y avait que des bons musulmans, les femmes n'auraient pas de problème. S'il y avait les gens qui ne suivaient que effectivement ce qu'on dit dans la religion musulmane, les femmes n'auraient pas de problème. On les respecterait, elles ne seraient pas battues comme on tout, et puis même tuées. Parce que quand on vous dit oui, mais la religion dit qu'on batte les femmes. Mais vous savez, nous, tout ça, on est allé voir des islamologues, on a travaillé avec eux pour qu'ils nous expliquent, pour qu'ils nous enseignent. Mais vous pouvez la taper, mais avec quoi? Presque une plume. Et une plume, ça fait pas mal, ça caresse plutôt qu'autre chose. Alors, même une plume, la femme, le mari qui divorce sa femme, dans la religion, mais qu'est-ce qu'il fait? Il la garde chez elle. La femme qui allaite son enfant, il la paye. La femme peut travailler dans la religion musulmane. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la religion qui fait... Non, mais je vous assure, ça, c'est un autre débat. Mais il y a des hommes aussi qui se lèvent, qui disent oui, il y a des femmes battues. Oui, mais il y a des hommes aussi qui sont mais battus. Il faut voir, s'il y en avait plus, peut-être que ça leur mettrait beaucoup plus d'idées en place. Mais il n'y en a pas suffisamment. C'est vrai. Vous savez, moi, je suis réelle, objective. C'est vrai, quelquefois, il y a des femmes qui bastonnent bien leur mari, parce qu'elles sont plus fortes. Parce que vous savez, c'est pas simplement je suis un homme, je suis plus fort. Moi, j'ai vu des cas de femmes qui étaient même du point de vue corpulence, mais qui ont tabassé leur mari, mais c'était même incroyable, dans des audiences. Mais le problème, c'est que quand vous voyez ce qui se passe ici, c'est désespérant. Récemment, un mari a donné des coups de poignard à sa femme, vous avez vu ça, qui était enceinte. Mais pourquoi? Mais c'est une violence qui est inexplicable. Alors, franchement, par rapport aux hommes qu'on tape, je crois que c'est déplorable. Moi, je déplore les deux cas. Mais les exemples sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus dramatiques. Pas une question très personnelle, Madame Dior Falson. Vous avez été procureur à Saint-Louis. Dans l'imaginaire des Sénégalais, quand on parle de Madame Dior Falson, c'est la peur que vous installez chez les hommes. Beaucoup d'entre eux disent, ouais, dès que vous reprenez votre femme, vous venez chez elle en tant que procureur, votre prison est assurée. Je n'ai jamais eu à juger des affaires de mariage ou de divorce. Jamais. Jamais. Entre hommes et femmes? Jamais. Jamais, parce qu'à l'époque, vous savez, quand j'étais à Saint-Louis, parce que j'ai commencé ma carrière à Saint-Louis comme juge d'instruction. Et après procureur, donc, mais je n'ai jamais géré des affaires de mariage. D'où est partie cette légende? Comme ça, parce que j'ai été la première femme peut-être procureure, parce que les gens me voyaient sous un autre... C'était presque un mythe. Les gens sont même allés dire qu'il y avait des problèmes, je ne sais pas, à Thiès. Je suis allée dans la nuit, on m'a amené dans la nuit, j'ai réglé le problème, je suis revenue à Saint-Louis. Vous voyez, il y a eu plein d'histoires, en quelque sorte, entre guillemets, qui se sont passées. Alors, jamais, j'ai jamais... C'est pas que vous êtes une femme de poigne? Pardon? Et c'est pas parce que vous êtes une femme de poigne, c'est pourquoi les gens avaient peur de vous? Non, c'est pas une question de poigne, mais c'est une question, je pense, de faire son travail selon ma conscience, selon les textes. Je n'ai jamais accepté de négocier ou d'être intimidée par qui que ce soit. J'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités, de dire ce que je pense, de les assumer complètement, mais et de comprendre. Parce que vous savez, la justice, c'est pas frapper, condamner seulement.
Hein, il faut avoir des preuves, c'est comme je vous le disais, combien de fois il m'est arrivé de dire relâchez, je demande la relaxe, soit au bénéfice du doute, soit au pur et simple, parce que je n'ai pas eu les éléments me permettant de poursuivre. Vous voyez, mais c'est vrai que dans certains cas, je pense, quand on fait son travail, il faut une certaine rigueur. Madame Dior Fall Sow, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes consultante internationale, présidente d'honneur de l'Association des juristes sénégalaises, magistrate, première femme procureure du Sénégal, que vous avez passé 7 ans au tribunal pénal international pour le Rwanda en tant qu'avocate générale. Nous parlons avec vous de la CPI et des droits des femmes et de nos enfants. Merci à tous ceux qui suivent cette émission sur la TFM. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci madame. Nous sommes heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.